Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission produite par les étudiants du Club de la presse francophone de l'IPSI, l'Institut de presse et sciences de l'information, en collaboration avec l'UPF Tunisie et l'IFT. Notre deuxième thème, c'est l'enseignement du français. La langue française est certes la 5e langue parlée dans le monde. L'enseignement reste son principal vecteur de transmission, aussi bien dans l'Hexagone que dans les autres pays francophones. Pour traiter de ce thème, nous sommes contents de recevoir nos invités, M. Christophe Clanchet, l'attaché de coopération éducative à l'IFT. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Tahar Matlout, ex-PDG du Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons donc parler de la portée de cet enseignement en France et en Tunisie. Je dis bonsoir aussi aux étudiants du Club de la presse francophone, Feten, Rosaï et Emna. Bonsoir. Voilà, donc je vais céder la parole pour Feten qui va vous interviewer. Il va commencer par M. Christophe. Bienvenue, Mr. Christophe. Quel est l'état de l'enseignement de la langue française en Tunisie ? Alors, la langue française est très enseignée en Tunisie, puisque les élèves tunisiens apprennent la langue française dès la 2e année de l'école primaire, avec un apprentissage d'abord par une approche ludique, pour les ouvrir sur cette nouvelle langue que souvent ils ne maîtrisent pas avant d'arriver à l'école. Et puis dès la 3e année, et tout le long de leur parcours du primaire, ils ont un enseignement très important en langue française puisqu'ils bénéficient en moyenne de 8 heures d'enseignement par semaine. Puis dans le cycle préparatoire et au cycle secondaire, ils bénéficient là encore en moyenne de 5 heures par semaine d'enseignement de la langue française, ce qui fait qu'un élève tunisien qui réalise tout son parcours scolaire a près de 2000 heures d'enseignement de la langue française. Et je ne parle pas des disciplines qui sont enseignées aussi en langue française à partir du lycée. Donc voilà, on a une présence importante de la langue française dans tout le parcours scolaire d'un élève tunisien, ce qui est logique et normal puisque la langue française est une langue nécessaire à la réussite d'un jeune Tunisien dans le système scolaire tunisien, puisque, on le sait, de nombreuses disciplines au baccalauréat tunisien sont évaluées en langue française. Et cette langue française, elle est aussi importante pour la poursuite d'études à l'université en Tunisie. Beaucoup de disciplines, beaucoup de parcours universitaires se réalisent en langue française. Donc on a une langue française très présente dans l'enseignement, dès les petites classes, mais on constate tout de même un recul des compétences des élèves et des difficultés accrues avec les élèves. Et c'est pour ça qu'on a du travail à conduire et qu'on conduit conjointement le travail avec nos partenaires du ministère de l'Éducation tunisien. Est-ce que les enseignants tunisiens de la langue française bénéficient d'une formation continue pour améliorer leurs compétences, Monsieur Clanchet ? Alors, il faudrait poser cette question un peu plus à mon voisin, à M. Tahar Matlouti, qui, lui, dirigeait le Centre international de formation de formateurs et d'innovation pédagogique. Mais oui, les enseignants bénéficient d'un accompagnement et l'Institut français, nous, on accompagne le ministère. C'est le ministère qui pilote cette stratégie de formation et de renforcement des compétences des enseignants. Donc il y a différents programmes qui ont été mis en place. On essaye de trouver avec le ministère et sous l'impulsion du ministère, je précise bien que c'est toujours le ministère qui impulse les choses, les meilleurs moyens pour accompagner les professeurs pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur enseignement du français, que ce soit sur le volet linguistique ou sur le volet de la didactique, parce que sur le volet linguistique, il faut renforcer parfois les compétences des enseignants ou les renouveler. Et dans ce cas-là, on essaye d'utiliser le numérique. On a un gros programme qui repose sur une plateforme numérique qui permet de réactualiser les connaissances linguistiques. Et on a aussi un travail de formation de formateurs. Et là, je regarde tard parce qu'on a travaillé ça beaucoup avec lui. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui très régulièrement pour faire de la formation de formateurs, former les enseignants, les inspecteurs, les accompagner parce que l'école évolue, les méthodes pédagogiques doivent évoluer, le numérique est maintenant partout. Il y a 20 ans, le numérique n'était pas partout. Donc comment intégrer ces nouvelles technologies pour l'apprentissage et notamment l'apprentissage de la langue française, c'est tout le travail qu'on conduit avec nos partenaires du ministère. Bien, merci. Donc je passe la parole à mon collègue, Rosaï. Merci Emna. Donc, Monsieur Clanchet, on note qu'il y a un recul dans la langue française dans le monde, ou précisément en Tunisie. Quelle est la politique de l'IFT pour y remédier ?
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur le recul de la langue française dans le monde, puisque toutes les indications, toutes les statistiques montrent qu'au contraire, la pratique de la langue française augmente. On est à peu près 300 millions de locuteurs actuellement. On sera 700 000 en 2050 et encore plus, puisque la hausse démographique, par la hausse démographique, et notamment du continent africain, où la langue française est très présente, montre que cette langue va être de plus en plus parlée dans le monde. Donc voilà, le recul de la langue française, c'est une vue de l'esprit, et en tout cas c'est parfois ce qu'on entend, mais c'est pas une réalité. Après, effectivement, on a parfois un recul de maîtrise, on va dire, de haut niveau, ou des gens qui sont moins à l'aise avec la langue française, mais qui la parlent quand même, qui la parlent peut-être pas comme un locuteur natif, mais qui la parlent quand même. En Tunisie, on peut constater, effectivement, mais Tahar pourra en parler, des difficultés chez les élèves. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a, que la langue française est en train de disparaître de Tunisie et qu'elle va être remplacée par la langue anglaise, par exemple. Donc voilà, déjà ce premier point. Après, sur ce que fait l'Institut français, l'Institut français, je l'ai dit, travaille déjà en lien étroit avec nos partenaires du ministère de l'Éducation. On travaille aussi beaucoup sur l'innovation en termes d'apprentissage de la langue française. La langue française vous avez un peu raison, elle a une image d'une langue difficile à apprendre, un peu ancienne, la langue de Molière, comme on dit. Le passé simple. La langue du passé simple. Et il faut renouveler cette image, parce que ce n'est pas la réalité. Alors, on dit souvent la langue de Molière, personne ne parle comme Molière aujourd'hui, ni en France, ni au Québec, ni en Belgique, ni en Tunisie. Donc sortir de cette image un peu ancienne de la langue française, et surtout sortir de ça en essayant d'avoir une nouvelle modalité d'apprentissage de la langue française qui repose sur le numérique et les nouvelles technologies. Et c'est pour ça qu'on a des initiatives, comme notre dispositif YALAB, qui s'inscrit dans la fabrique numérique du plurilinguisme, où on aide des startups tunisiennes à innover, à proposer des nouvelles solutions autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des chatbots. Je ne connais pas tout, c'est eux les spécialistes. Et on travaille là encore une fois en lien avec les classes, parce qu'il ne faut pas que le numérique, ce n'est pas le numérique pour le numérique, c'est le numérique pour qu'il soit utile pour l'apprentissage de la langue française. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est que vous dites qu'il y a un recul de la langue française en Tunisie. Certes, on peut constater un recul, mais il y a toujours quand même une vraie dynamique. Il y a des organisations de la société civile qui montent des clubs de théâtre francophone, des clubs de cinéma, qui font des chorales en langue française, qui font des clubs de presse en langue française, comme vous. Et du coup, le rôle de l'Institut français, c'est aussi de soutenir toute cette dynamique culturelle qui sort un peu du cadre purement scolaire pour accompagner tous ceux qui souhaitent porter encore la langue française et développer la langue française en Tunisie. Donc voilà, ces trois volets sur lesquels l'Institut français travaille actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Clonchet. Donc, c'est très intéressant. Donc, cependant, vous recevez de plus en plus de demandes des écoles et des lycées privés pour l'application du programme français. Donc, Monsieur Clonchet, comment expliquer cet engouement pour le système français ? Ce n'est pas vraiment à moi de répondre à cette question. Il faudrait trouver un panel de parents, d'élèves qui souhaitent inscrire leurs enfants pour leur demander vraiment, finalement, pourquoi ce choix. Mais on peut effectivement constater cette demande-là. Elle n'est pas qu'en Tunisie, elle est présente un peu partout dans le monde, où on a une augmentation de la demande d'inscription d'élèves dans le système français à l'étranger. Vous le savez, le président Macron a l'ambition du doublement des effectifs dans les lycées français à l'étranger à l'horizon 2030. Et effectivement, on peut constater en Tunisie un vrai dynamisme, puisqu'on est passé depuis 2017-2018 de 11 000 élèves scolarisés dans les établissements français à l'étranger en Tunisie à près de 18 000 aujourd'hui. Donc on a une vraie demande qui s'explique aussi par l'ouverture à l'international de ces établissements, par la qualité et l'excellence des formations qui sont dispensées. Et on sait que les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants, et ceux qui en ont les moyens souhaitent offrir ça à leurs enfants. Donc on répond juste finalement à une demande qui est présente dans l'environnement public, dans l'environnement social, mais on veille quand même, et vous avez remarqué si vous avez suivi et regardé l'évolution en Tunisie, à une répartition juste et répondre à la demande sur tout le territoire tunisien. On n'a pas seulement des établissements à Tunis, mais on en a qui se développent
à Sousse, à Sfax, à Gafsa, puisqu'il y a eu l'inauguration avant-hier de ce lycée français à Gafsa, à Djerba. Et on en a d'autres projets à Gafsa, à Kérouan, donc un peu partout en Tunisie pour répondre à la demande. Parfait. Donc, je cède la parole à ma collègue Emna. Merci Faten. Une dernière question, Monsieur Clanchet. Et donc, devant cette résistance à l'égard de la langue, quelle est votre politique pour affronter la concurrence de l'anglais comme langue utilisée de plus en plus par les jeunes? Alors, moi je ne le vois pas comme une concurrence, mais comme une complémentarité. Il n'y a pas, c'est pas le français ou l'anglais, ou le français ou l'arabe, ou c'est l'arabe, le français et l'anglais. On va pas essayer de porter en disant n'apprenez plus l'anglais. Ce serait ramer à contre-courant et contre-productif. Mais la langue française véhicule aussi des valeurs qui ne sont pas les mêmes que celles de la langue anglaise. Là, après, on a parfois des compétences qui sont surévaluées sur la langue anglaise. On imagine que tous les jeunes et que tout le monde parle anglais. Mais voyager, aller en Asie, vous vous rendrez compte que beaucoup de gens ne parlent pas l'anglais. Parlez un peu partout autour de vous en anglais et vous vous rendrez compte que parfois c'est plutôt ce qu'on appelle le globish, un anglais très approximatif qui est parlé. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a de la complémentarité. L'idéal, c'est de maîtriser le maximum de langues. Et vous avez ici en Tunisie cette chance d'avoir un terreau de plurilinguisme. La Tunisie est reconnue pour les compétences de ses habitants en langue, qui maîtrisent le tunisien, qui maîtrisent la langue arabe classique, qui maîtrisent globalement le français et qui maîtrisent aussi l'anglais. Surfer là-dessus, cultiver cette compétence que beaucoup de Français vous envieraient. Moi, j'aimerais parler autant de langues que les Tunisiens. Très bien, merci. Donc les voir autrement comme un atout. Voilà, merci. C'est ça. Merci beaucoup, merci Monsieur Clanchet, attaché de coopération éducative à l'IFT. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc maintenant nous allons recevoir Monsieur Tahar Mathlouth, mais quelques instants, nous allons regarder, je vous invite à regarder ce reportage sur l'enseignement de français réalisé par COSAI. Olivier Lagahuzer, chef de service de l'appui et de développement de l'enseignement français à l'étranger, a présenté le réseau de l'enseignement du français dans le monde et les atouts du système éducatif français lors de la conférence qui a eu lieu le 18 novembre 2022 au village de la francophonie à Djerba, en marge du sommet de la francophonie. Elle a déclaré que le réseau compte à la rentrée de 2022 quelques 390 000 élèves dans 138 pays et répartis sur 567 établissements. Selon lui, la Tunisie représente le 4e réseau en termes de nombre d'élèves scolarisés avec le Liban, le Maroc et l'Espagne. D'ailleurs, la France compte s'investir davantage dans l'enseignement du français en Tunisie. Il y a un projet qui a été mis en place, un projet Tunisie Pilote, mis en place par l'ambassade de France en Tunisie et qui a pour objet de développer le réseau de l'enseignement français en Tunisie. En réponse à notre question sur les raisons derrière l'engouement des familles tunisiennes à inscrire leurs enfants dans les établissements français, Olivier Lagahuzer a expliqué cela par l'intérêt pour la France. La France et la Tunisie ont des liens très anciens. Le français est une des langues de Tunisie. La plupart des Tunisiens sont totalement bilingues. C'est une des langues du pays. C'est aussi la raison pour laquelle le sommet de la francophonie se tient ici à Djerba. Et puis ces liens anciens font que aussi naturellement les systèmes éducatifs coopèrent les uns les autres. Et je pense aussi que les familles tunisiennes ont envie, en inscrivant leurs enfants dans un système éducatif étranger, en l'espèce le système éducatif français, de leur permettre d'intégrer des études supérieures en France à l'issue de leur scolarité secondaire. Cette rencontre a été aussi une occasion pour présenter les critères d'homologation des établissements scolaires français à l'étranger. Émission qui est produite par les étudiants du club de la presse francophone de l'IPSI. Notre deuxième thème, c'est l'éducation, l'enseignement du français. Et notre deuxième invité, c'est Monsieur Tahar Mathlouthi, ex-PDG du Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique. Bienvenue, Monsieur Tahar. Merci à vous. Merci. Voilà, je cède la parole à COSAI pour commencer l'interview. Merci beaucoup, Monsieur Tahar, d'être présent ici parmi nous.
Donc ma question est la suivante. La langue française bénéficie d'un statut privilégié en Tunisie en tant que deuxième langue dans le pays. Concrètement, garde-t-elle encore ce statut selon vous? Merci pour cette question très intéressante parce que ça nous permet un tout petit peu d'inscrire le français dans le cadre qui est le sien. Le français est la première langue enseignée en Tunisie qui a un statut privilégié. C'est une langue, la première langue enseignée à l'école primaire à partir de la deuxième année. C'est une langue objet d'enseignement, c'est-à-dire comme une matière, une discipline notée, au primaire, au collège, au lycée. Mais ne l'oublions pas, c'est une langue véhiculaire, c'est-à-dire c'est une langue outil d'enseignement. Au lycée, toutes les matières, toutes les disciplines techniques, scientifiques sont enseignées en français. Du coup, c'est une langue qui n'est pas une langue seconde, mais ce n'est pas également une langue étrangère à la vietnamienne, comme je le dis toujours. Ce n'est pas une langue qu'on apprend comme ça pour pouvoir se débrouiller dans la vie. C'est une langue qui a sa place de par le volume horaire, de par le statut qu'elle a. Ne l'oublions pas, le français est une langue enseignée pour apprendre aux jeunes d'accéder à la connaissance et d'y participer. Mais c'est une langue également qui est là pour la découverte de l'autre. Et excusez-moi de mettre le A majuscule, l'autre, c'est-à-dire toute la composante culturelle et civilisationnelle. On n'apprend pas le français uniquement pour communiquer, on apprend le français pour être un citoyen du monde, pour contribuer à la connaissance, la science du monde, mais également pour avoir une clé qui va nous permettre un tout petit peu d'aller vers l'autre, mais également de pouvoir avoir le statut que nous méritons par rapport à la profession et par rapport à ce que nous envisageons après. Donc, c'est une langue qui a, j'ai beaucoup apprécié le mot, un statut privilégié. On tient à ce statut parce que ça fait partie de notre spécificité tunisienne. Merci beaucoup, M. Taher. Donc, Faten maintenant. Donc, Monsieur Taher, il y a un recul du niveau des élèves tunisiens en langue française. On témoigne des résultats faibles dans cette langue. Donc, comment l'expliquer? Le plus important, comment y remédier? Je vais vous surprendre. La baisse du niveau, elle est générale et elle concerne la langue arabe aussi. Toutes les langues en Tunisie. Bien évidemment. Mais ce qui a donné cette image du français, ce sont les fameux zéros qui ont été à un certain moment. Maintenant, ça devient un leitmotiv et ça devient vraiment un cliché. Je vous assure que d'un point de vue docimologique, si vous avez quelqu'un qui a une note égale ou inférieure à 4, au baccalauréat, cela signifie qu'il a 0. Si vous prenez cette tranche de notes, vous allez trouver le même nombre de zéros ou plus en arabe, en anglais et en français. Donc c'est juste pour dire, au niveau des résultats des élèves, le niveau a baissé dans toutes les langues. Et le ministère de l'Éducation a réalisé une évaluation qui concerne les 2 premières années de l'enseignement primaire par rapport à la lecture. Et on a découvert que le niveau des élèves en lecture en arabe est pire qu'en français. À titre d'exemple, pour lire des syllabes en arabe, la moyenne, c'est 38 syllabes apprises par un élève tunisien en arabe. En français, on est à peu près dans les environs de 50. Donc, le niveau baisse, oui, mais il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de variables qui entrent en ligne de compte parce que vous, les jeunes, vous n'êtes plus très attachés à la lecture. L'environnement culturel n'est pas le même. Vous n'êtes pas Il y a tout un monde. Donc moi, je dirais qu'il y a un environnement socio-économique, culturel qui ne permet pas, qui ne favorise pas la maîtrise des langues comme avant. On pose la question suivante, combien un adulte ou un jeune Tunisien consacre-t-il de temps pour la lecture? Quel est l'outil qu'il a utilisé pour accéder à la connaissance? Parce que ce qui fait la maîtrise d'une langue, c'est la contrainte de communication. Si vous êtes obligé à vous exprimer, vous allez maîtriser la langue.
Mais si vous êtes dans votre zone de confort, vous avez besoin d'une information, vous l'avez en vidéo, eh ben, vous la regardez en vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est une baisse, juste pour dire, c'est une baisse générale. Malheureusement, le français paye les pots cassés à cause de cette stigmatisation qui a eu lieu à un certain moment par rapport aux résultats. Mais je vous assure que les acquis, pas les résultats, c'est-à-dire ce que les élèves ont intériorisé au niveau de la langue arabe ou de la langue anglaise n'est pas aussi important. C'est généralisé et c'est une affaire qui nécessite la réflexion de tout le monde, pas uniquement de l'école. Tout à fait, oui. Donc, Anne va continuer. Merci, Phaéton. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Quelle est votre politique en matière de renforcement des capacités des enseignants tunisiens de français et du cadre pédagogique de manière générale? Ouais, ça c'est un chantier au quotidien. Parce que quand on dit la formation des enseignants, cela signifie actualiser les connaissances. Ça, c'est un volet et on le fait au quotidien. Mais le travail à faire, c'est essayer de trouver les moyens pour que les approches, les méthodes changent. Nous n'avons plus le même profil de l'élève. Nous avons un enfant qui a un autre rapport au savoir. Et un enfant aujourd'hui, un apprenant, s'il ne trouve pas du sens à ce qu'il apprend, il décroche. Si nous allons continuer à enseigner le français comme nous l'avons enseigné avant, Victor Hugo, Corneille, Molière, ça ne permet à personne d'être en contact avec. Ce n'est plus possible, malheureusement. Voilà, c'est plus possible. Donc qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer les contenus, mais il faut changer les approches. Et il faut changer les postures des enseignants. On ne peut plus demander à un élève de passer 2 heures à travailler sur l'accord du participe passé des verbes pronominaux ou du passé simple. Donc il faut changer l'approche, il faut changer les méthodes. On a commencé à le faire. Et dans le cadre d'un projet, quand il y a eu l'enseignement précoce du français au primaire, c'est-à-dire à partir de la 2e année, nous avons, grâce à la collaboration avec l'IFT, formé tous les inspecteurs du primaire, tous les assistants pédagogiques. Et nous avons produit un module sur l'approche ludique. L'approche ludique, pour une raison très simple. La langue, elle est d'abord orale, on l'apprend grâce à l'écoute d'abord. L'écriture, ce n'est qu'une stabilisation de l'oral. Donc, méthode, approche ludique, cela signifie permettre une immersion dans la langue grâce à ce qu'on entend et ce qu'on reprend après. N'allez pas reprendre la même méthode. Je vais vous écrire A, vous allez copier sur les ardoises. Donc, il faut changer de méthode et ça, on le fait. Donc, vous voyez qu'il y a 2 volets en réalité. C'est humain. Le savoir, les connaissances changent. Il faut rester en contact avec ces mutations, ces changements. Donc, actualiser les connaissances, mais également développer des compétences parce qu'on ne peut plus agir en classe de la même manière qu'on travaillait avant. Il y a tout un programme national qui est déployé. On le fait dans les régions, on le fait en amont et en aval, et on essaie de soutenir si vous voulez, grâce justement à la coopération, entre autres, avec l'IFT, qui est là à la demande du ministère pour accompagner justement tout cela. Mais vous savez, l'innovation, ou bien pour améliorer, il ne faut jamais déstabiliser les enseignants, il faut aller petit à petit, parce que vous savez, un adulte, il est dans sa zone de confort. Si vous lui dites ce que vous avez fait avant ne vaut pas la peine, et vous n'aurez pas son engagement, et on ne peut plus avancer comme ça. Donc l'éducation, ça demande du bon sens, mais ça demande également un peu du temps. Un peu du temps. Il faut donner du temps au temps, c'est tout. Voilà. Très bien, en travaillant les 4 compétences. Bien, merci, je vous remercie. Je passe la parole à Koussaï. Donc, monsieur, hier, il y a eu la signature d'un document de coopération pour l'exécution du programme de consolidation des acquis, c'est un peu long, de consolidation des acquis linguistiques des élèves entre le ministre tunisien de l'Éducation et le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie. Quelle est l'importance de la France? Oui, effectivement, oui. Quelle est l'importance de ce programme? C'est un programme, en réalité c'est un plan.
qui est partie du constat suivant. Il y a deux choses. Ou bien nous allons continuer à nous lamenter sur le sort de la langue française en Tunisie. On va dire ça baisse, le niveau n'est pas bon. Ou bien on va dire il y a un problème, il faut réfléchir sur un plan d'action à long terme qui dure 4 ou 5 ans et dire l'objectif c'est développer, consolider les compétences des élèves. Et quand on dit développer les compétences des élèves dans un plan stratégique, cela signifie qu'on doit toucher les intervenants. Cela nécessite l'intervention sur la formation des enseignants, les ressources qu'on met à la disposition des élèves, l'environnement culturel, si vous voulez, tout un travail sur l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire la conception des cours, la façon d'évaluer, etc. Et cela a été fait justement grâce à un travail qui a duré pratiquement 6 mois entre les experts du CIFIP, du Centre international de formation de formateurs, en étroite collaboration, un travail au quotidien qui a duré 6 mois. On a élaboré un plan, on l'a soumis aux autorités compétentes et on a signé ce plan qui va voir le jour. C'est un plan très important pour la Tunisie parce que du point de vue, si vous voulez, composante, mais du point de vue également travail dans le temps. Ça va nous permettre de travailler d'une manière sereine en ayant les moyens financiers nécessaires pour travailler pendant 5 ans. Notre objectif, ça sera ce qui se passe dans une salle de classe, ce que les élèves apprennent et comment, quels seront leurs acquis. Mais pour arriver à cela, il faut travailler, si vous voulez, sur toutes les autres composantes environnantes, en commençant par les inspecteurs, les assistants, c'est-à-dire le cadre pédagogique, mais également et surtout les enseignants pour essayer justement de changer beaucoup de choses. Mettre à la disposition des enseignants des ressources branchées, comme disent les jeunes, mais également changer de méthode, changer de posture. C'est un travail qui va se faire dans 5 ans et moi, je suis ravi d'avoir travaillé sur ce projet et très heureux de le voir se concrétiser d'ici quelques mois. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Faten. Parfait. Donc, je finis par la... Oui, je finis plutôt par cette question. Comment le sommet de la francophonie pourrait, selon vous bien sûr, raviver l'intérêt des Tunisiens pour la langue française? Je le vois dans vos yeux, les jeunes. Raviver, Merci. c'est justement ça. C'est-à-dire dire que le plurilinguisme ne mérite pas de débat. Vous voyez, autour de vous, le plurilinguisme en Tunisie, c'est une réalité, c'est une composante de notre identité. Nous nous positionnons par rapport aux autres, on est fiers de dire « mais je suis tunisien, je parle l'arabe dialectal, je parle l'arabe littéraire, je parle le français à ma manière ». Et il y a des mots qui sont de l'anglais, mais ça ne me gêne pas parce que, comme on disait autrefois quand je vais à la fac, je vais au resto, j'ai vu le prof, maintenant on dit scanner, on dit zapper, on utilise les mots. C'est dans la nature des choses, il ne faut pas dramatiser, nous ne sommes pas dans une situation de concurrence. Donc je me positionne en tant que Tunisien, je me dis, je suis dans cet espace-là, du point de vue langue, du point de vue culture, du point de vue civilisation. Je suis sur les bords de la Méditerranée et ma terre est un comptoir de civilisation. Encore une fois, on le réaffirme, mais il faut passer un message très fort aux jeunes en leur disant on vous met à votre disposition, on vous ouvre des fenêtres et on vous remet des clés. Fenêtres sur le monde grâce aux langues et on vous met des clés, c'est-à-dire la maîtrise des langues. Allez de l'avant. Les chiffres donnés par Christophe tout à l'heure montrent que le nombre de francophones augmente. Il est en Afrique et nous sommes un pays africain et nous avons tous intérêt à aller voir de ce côté-là de l'Afrique, mais du côté de la rive nord de la Méditerranée. La francophonie, c'est pas uniquement une langue, c'est un état d'esprit, c'est un partage. C'est pas un pays aussi. Voilà, c'est pas un pays. Nous sommes contents, nous sommes fiers parce que nous sommes un pays fondateur de la francophonie. C'est pas pour la langue seulement, mais pour les valeurs que nous partageons avec d'autres peuples, mais également pour un avenir que j'espère radieux économiquement pour tous ceux qui ont la possibilité de maîtriser cette langue, je dirais
Vous, avec votre regard, c'est l'avenir de la francophonie. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mille merci monsieur Clanchet. Merci beaucoup Faten, merci Monsieur Matlouthi. Effectivement, la Tunisie, c'est un comptoir de civilisation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Christophe Clanchet pour ce partage riche et important d'idées et merci infiniment. Donc merci Faten, merci Rosaï, merci à Emna. Donc on arrive à la fin de ce deuxième thème. Le troisième thème, c'est la numérisation après cette petite pause.